L'épistémologie est l'étude des connaissances dites valides sur le plan scientifique. Plusieurs courants de pensée existent et constituent autant de paradigmes. Cette capsule présente le positivisme logique développé par le Cercle de Vienne. En épistémologie, les paradigmes réalistes postulent que l'objectif de la science est d'identifier les lois qui régissent le fonctionnement réel des phénomènes naturels ou sociaux. Le positivisme d'Auguste Comte a été la première doctrine à considérer que les chercheurs doivent à cet effet se représenter le système qu'ils étudient comme une sorte de mécanique qui serait mue par des liens de cause à effet entre les parties qui le composent. Ceci doit alors leur permettre de produire des théories stables, voire universelles, pour expliquer ce fonctionnement. Ce qui implique que le chercheur n'exerce aucune influence sur le phénomène qu'il observe. L'œuvre d'Auguste Comte, bien que décriée, a eu des répercussions retentissantes aux quatre coins du monde, y compris dans le domaine éducatif, social et politique. Il y a donc eu différentes déclinaisons du positivisme, si bien que lorsqu'on évoque ce paradigme, il convient de préciser auquel de ces courants on se réfère. Parmi eux, le positivisme logique, également nommé néo-positivisme, principalement impulsé par le Cercle de Vienne, a connu un ascendant dominant qui, peu à peu, a fait passer la pensée d'Auguste Comte au second plan. Fortement inspiré des travaux du physicien et philosophe Ernst Mach, le Cercle de Vienne a été créé à l'université du même nom en 1929 par Moritz Schlick, ainsi que d'autres de ses collègues universitaires. Ce club se réunissait tous les jeudis soirs entre professeurs de différents horizons et étudiants. Comme dans la pensée de Comte, l'objectif de la doctrine était d'éliminer de la science des pseudo-connaissances insolubles car étant rattachées à des croyances, des idéologies mystiques, religieuses ou autres. Malgré sa courte période de vie, le cercle a influencé de manière importante l'épistémologie sans que cela soit le fait d'une seule et unique personne. En effet, de nombreuses controverses ont jalonné ces années d'existence, si bien que je ne vais ici vous livrer que les traits généraux de la doctrine permettant de la distinguer du positivisme d'Auguste Comte. Comme dans le positivisme comtien, chaque énoncé doit renvoyer à des faits précis et observables qui sont indépendants du chercheur. Le chercheur, donc, n'est censé exercer aucune influence sur le phénomène qu'il observe, qu'il s'agisse d'un système naturel, comme en astronomie ou en biologie, ou d'un système social, comme en sociologie ou en économie. Le phénomène étudié est censé avoir des propriétés ontologiques également, c'est-à-dire générales, communes. Son fonctionnement est supposé être mécaniste, c'est-à-dire régi par des liens de cause à effet entre ses composants. L'explication que le chercheur donne du fonctionnement doit donc être objective, c'est-à-dire qu'un autre chercheur suivant le même protocole doit pouvoir arriver aux mêmes conclusions. Toutefois, le cercle de Vienne va sur certains points être encore plus radical que ne l'était Auguste Comte. En effet, le cercle voulait œuvrer à l'unité de la science et faire en sorte que ces disciplines soient toutes rassemblées au sein d'une seule et même science. Pour cela, il mettait en avant la distinction à faire entre les deux sources de connaissances qui étaient, selon lui, l'expérience, telle qu'on mène des expériences à laboratoire, et la logique rationnelle. Le positivisme logique repose en effet sur la théorie de l'empirisme pur de Ernst Mach, selon laquelle l'observation est la source exclusive de la connaissance. En d'autres termes, le cercle va défendre des méthodologies inductives, c'est-à-dire qu'il s'agit de partir pour le chercheur des observations et d'en inférer les théories. Et au contraire, il va rejeter les méthodes déductives ou hypothético-déductives,
défendu par Auguste Comte, qui considérait que la théorie devait précéder à l'expérience et donc aux observations réelles. En conséquence, le cercle va donc considérer que la métaphysique, mais aussi les mathématiques et la logique formelle ne peuvent pas être considérées comme des disciplines scientifiques dans la mesure où elles sont basées sur des règles conventionnelles, des axiomes, des concepts abstraits qui ne peuvent être observés dans la réalité. La logique analytique est ensuite présentée par le cercle comme la souche commune à toutes les disciplines et grâce à laquelle l'unité de la science pourrait être atteinte. Pour Carnap, il n'existe pas de différentes sciences, mais au contraire, une seule et même devant se conformer à cette logique analytique. Bon, Neurath, de son côté, préférera parler de sciences unifiées plutôt qu'uniques via des énoncés protocolaires transposables. Pour lui, n'importe quel objet scientifique, qu'il s'agisse d'un objet minéral, matériel, humain, social, peut être analysé de la même manière. Par exemple, il dira que les énoncés de la mécanique vont traiter de la même manière un chat qui tomberait d'un arbre que s'il s'agissait d'une pierre qui en tombait. Donc on voit que, alors qu'Auguste Comte rejetait une possible explication universelle des phénomènes et donc d'avoir une science unique ou unifiée, le cercle de Vienne ne fera plus de distinction entre ce qui relève des sciences naturelles, ce qui relève des sciences exactes ou encore ce qui relève des sciences humaines. Le 22 juin 1936, alors qu'il monte les marches de l'escalier de son université pour se rendre à un cours, Moritz Schlick est confronté à un de ses anciens étudiants, Johann Nelbock. Ce dernier n'avait pas apprécié la prise de position de son professeur contre la montée du régime nazi en Allemagne à l'époque. Le ton monte, l'étudiant sort un pistolet et tire sur son professeur en pleine poitrine. Moritz Schlick meurt peu de temps après et le cercle de Vienne est dissous dans la foulée. Malgré sa courte durée, le cercle de Vienne a contribué à la diffusion de la doctrine positiviste dont Auguste Comte avait été l'initiateur, et ce également dans les disciplines humaines où un positivisme social s'est développé. Ainsi, par exemple, que le courant fonctionnaliste considérera que le monde social est composé d'artefacts concrets et de relations qui peuvent être mesurées par des approches dérivées des sciences naturelles, et donc d'approches positivistes. De même, le célèbre sociologue Émile Durkheim, qui en cherchant à donner plus de rigueur à sa discipline, écrira que les faits sociaux doivent être traités comme des choses. En d'autres termes, il y a des mécanismes sociaux extérieurs à l'humain qui peuvent être analysés selon des préceptes positivistes, comme si on étudiait des phénomènes naturels. D'une manière générale, également, les modélisations analytiques que l'on mobilise en recherche, selon des approches hypothético-déductives, sont des traces du positivisme, du moins si on se réfère au positivisme d'Auguste Comte. Toutefois, dans les sciences sociales, les débats demeurent sur la pertinence de ces principes pour étudier la complexité des relations entre les individus au sein d'un groupe social ou même de la société. Par exemple, peut-on considérer que le phénomène social peut être représenté comme une mécanique mue par des liens de cause à effet? Peut-on imaginer unifier la science ou au contraire convient-il de distinguer les disciplines entre elles et de tenir compte de leurs différences d'objectifs et donc d'approches méthodologiques? Qu'en est-il de la neutralité du chercheur? Même lorsqu'un chercheur étudie un phénomène naturel, peut-on être certain qu'il n'influence pas son comportement? Et puis,
Les phénomènes que l'on étudie ont-ils des propriétés ontologiques transposables de l'un à l'autre et expliquant d'une manière générale leur fonctionnement commun? Ces questions ont créé bien des divisions au sein de la communauté scientifique et ont conduit au développement de paradigmes alternatifs ou opposés au positivisme. Ceux-ci font l'objet d'autres capsules vidéo.